du Congo, hein, pour nous parler un peu donc de son expérience avec la nouvelle compagnie, hein, qui a décidé donc de travailler donc avec la CENI. Hein. Alors je vous ai dit donc en début d'émission, le président donc Monsieur Boubacar Fofana signe donc le contrat des deux boulonnages donc du fichier électoral avec Zetex, hein, la société belge, qui est donc citée donc en justice belge, voilà, pour son implication dans la préparation donc des élections. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà donc un peu la citation. ZS Industrie, fournisseur des kits électoraux donc aux commissions électorales congolaises CEI et CENI, est poursuivi pour complicité donc dans la fraude électorale observé lors du scrutin donc, du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Hein. La plainte a été donc déposée donc, devant la justice belge par Apodec ASBL, une ONG hein, de droit belge qui reproche à la société ZS, une donc des filiales donc, de ZS Industrie, hein, de n'avoir pas fait donc le nettoyage, le déboulonnage donc du fichier électoral. La notification donc de cette comparution a été donc faite. Hein, c'était donc en décembre 2012. La première comparution donc est donc intervenue donc le 6 décembre dernier devant donc le tribunal de commerce donc belge. Voilà. Dans son intervention donc la partie citante a indiqué que donc que entre la société ZS et donc les centrales électorales congolaises, ce n'est ni plus ni moins qu'une affaire donc opaque, louche, voire pas honnête du tout, hein, soutenant dans son argumentaire que cette ONG de droit belge a expliqué hein, au tribunal que donc la partie citée n'a jamais fait donc le nettoyage ni le déboulonnage donc du fichier électoral. Curieusement, hein, les Guinéens donc amènent cette société pour venir donc nettoyer des fichiers, hein, alors qu'ils sont déjà accusés donc d'incompétence un peu partout. Alors, c'est un peu comme Wemak, hein, accusé donc de tricherie un peu partout. Hein. La Guinée a décidé donc de travailler avec cette compagnie. On a l'impression hein, que l'État guinéen aime, s'il veut, les entreprises louches, dibi, hein, dans cette affaire. Alors, je sais que notre ami Diallo Telly, qui est devenu un peu expert, hein, j'ai dit quand j'ai bien notre expert, pas l'expert de tout le monde, mais notre expert en matière donc électorale un peu en Guinée, hein, surtout. Hein, il a fait beaucoup de recherches par rapport donc à Wemak, Sebari, et certainement Zetex. Hein. Diallo, comment allez-vous, hein, mon ami Telly? Oui, bonsoir Jacques et bonsoir à tous les auditeurs de Jacques Roger Show. Et il y a monsieur Benjamin Kalomba qui est là parmi nous, Jacques Roger. Voilà, merci beaucoup. Hein. Juste avant de venir donc du côté de monsieur Benjamin Kalomba, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez eu tort d'avoir eu raison un peu trop tôt, hein, puisque vous avez tiré sur la sonnette d'alarme, vous avez expliqué un peu cela aux Guinéens, qu'est-ce qui se passera, et on a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Oui, absolument, Jacques. Si vous vous rappelez l'émission où on a parlé des dédoublons, le dédoublonnage, où je suis venu sur votre antenne prouver encore une fois à travers la biométrie comment est-ce que des fraudes électorales pouvaient se faire. Et comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai parlé avec le project manager qui a dit que deux opérateurs pouvaient travailler sur des élections. Alors je crois que c'est tout cela qui se passe aujourd'hui en Guinée. Effectivement, c'est cela, comme vous l'avez dit. Et comme l'avait dit, hein, il ne s'agit pas, bon, on a mis notre entreprise pour aider, donc, si vous voulez, Wemak, ce n'est pas peut-être une mauvaise chose en soi, mais le problème, c'est que cette société aussi n'a l'air pas aussi crédible, hein, puisqu'elle est déjà, on traduit déjà cette société, donc, en justice en Belgique, hein, pour complicité, hein. Alors, je ne sais pas si notre ami de la République du Congo, monsieur Benjamin Kalomba, pourra certainement non seulement se présenter, mais donner beaucoup plus d'informations pour permettre aux auditeurs de mieux saisir un peu l'implication de la société donc Zintex en République démocratique du Congo. Donc je vais vous passer l'antenne pendant quelques minutes pour échanger d'abord un tout petit peu avec notre invité. D'accord, merci beaucoup Jacques. Bonsoir monsieur Kalomba. Oui, bonsoir monsieur. Je parle avec monsieur Diallo, hein, Teddy. Okay, bonsoir, oui. Bonsoir à tous les auditeurs de Jacques Roger Show. Voilà, encore une fois, bienvenue sur notre antenne.
Bienvenue sur l'antenne de Jacques Roger Show. Alors, Monsieur Kalumbo, avant que je ne vous pose la première question, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous voulez bien vous présenter à l'auditoire qui vous écoute? Oui, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Benjamin Kalumbo avec un O à la fin. Donc, je suis président et administrateur délégué de l'ONG Aprodec Asvel, qui est une ONG des droits belges, spécialisée, enfin, on s'occupe principalement, notre objet social, c'est principalement la promotion de la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. Or, qui dit démocratie, dit processus démocratique dont le fondement, ce sont principalement les élections libres et démocratiques, qui est vraiment le fondement de la démocratie. Donc, on ne pouvait que s'intéresser aux élections qui se sont déroulées depuis 2005 et 2011 en République démocratique du Congo. Voilà en gros notre point, notre activité principale, mais on fait aussi dans la défense des droits et surtout de violations, la défense des violations, la lutte contre la violation du droit international humanitaire en RDC. Voilà en gros. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Kalumbo. Encore une fois, je m'excuse d'avoir écorché votre nom un peu plus tôt. Alors, Monsieur Kalumbo, Aprodec, alors pourquoi aujourd'hui vous poursuivez ZS en justice? Est-ce que vous pouvez nous dire la compagnie ZS, qui est l'opérateur, brièvement qui est l'opérateur ZS, et les raisons pour lesquelles vous poursuivez cet opérateur en justice? Ok, donc en gros, ZS SA, donc c'est une société anonyme qui est spécialisée dans l'identification biométrique de personnes et de biens. Donc, elle est une filiale de ZS Industries, tel que M. Jacques Roger l'a brièvement dit. Maintenant, nous, on est en procès maintenant contre ZS Industries, qui est la maison mère de ZS SA. Pourquoi? Parce que le ZS Industries est coté en bourse. Or, un de nos administrateurs est actionnaire, a des actions, a acheté des actions de ZS Industries. Donc, il a été à une assemblée générale de ZS Industries le 30 mai 2012. Et là, il avait posé une série de questions concernant ce que la filiale de ZS Industries avait fait au Congo, donc c'est-à-dire la SAZS, qui a signé un contrat au Guinée. Donc, notre administrateur a posé des questions pendant l'Assemblée générale des actionnaires de ZS Industries et le conseil d'administration a refusé de répondre à toutes ces questions qui étaient relatives aux élections au Congo du 28 novembre 2011. Donc, c'est-à-dire tout ce qui était lié au processus d'attribution du marché d'abord, puisque là on a découvert qu'au fait le contrat, avant ce contrat, donc déjà en 2012 à 2005, c'était toujours la même bande à Louis Michel, qui était avant le ministre fédéral belge des Affaires étrangères, et puis il a été commissaire européen chargé de la coopération et de l'aide humanitaire, et maintenant il est député européen. Et ce monsieur, et c'est lui, au fait, habitué aux mœurs de nos républiques bananières, c'est lui qui va arranger les contrats pour ZS. En gros, il va déjà négocier avec le pouvoir en place, ils mettent déjà la machine en marche et ils assurent l'élection du président qui est au pouvoir. Et vient après un appel d'offres bidon, complètement bidon, et dans cet appel d'offres, tout le monde se sucre au passage. Ça veut dire les ministres qui sont chargés de signer les contrats avec ZS,
et les membres de la commission électorale indépendante. Il se sucre autour de ce contrat déjà. Et le contrat, une fois le contrat obtenu, ZTS il fait son travail pour lequel il a reçu de l'argent. Donc ça veut dire identifier les électeurs, vendre les machines servant à l'identification de l'électeur. Et au Congo, il avait obtenu aussi le marché de fourniture du logiciel et de doublonnage. C'est qu'il a obtenu en Guinée. Donc, n'ayant pas répondu aux questions de notre administrateur, qui est actionnaire des ZTS Industries, notre administrateur a porté plainte devant le tribunal du commerce de Bruxelles. Donc, notamment, c'était une procédure en référé, donc une procédure rapide, pour obtenir des réponses à ces questions, parce que n'ayant pas répondu à ces questions, ils avaient violé ses droits d'actionnaire. Or, vous savez très bien, un actionnaire, même s'il n'a qu'une action d'une société, c'est un propriétaire, il est propriétaire quelque part de cette société. Donc, il a le droit de poser des questions au conseil d'administration de ceux qui font de la gestion de la société. Et là, ils ont refusé de répondre. Donc, ils ont violé l'article 540 du Code des sociétés belges. Et c'est là qu'on a eu un moyen d'action pour agir contre eux. Donc, mais ça, dans cette procédure, on vise à obtenir des réponses. Et on a aussi demandé des injonctions au juge de faire injonction à ZTS Industries, qui est la maison mère, de nous fournir tous les rapports donc il faut dire que la ZTS Industries a 100% de part de ZTS SA. Donc, si bien que la gestion de ZTS SA dépend de ZTS Industries, puisqu'ils ont les mêmes administrateurs, si vous voulez. Donc, le CIO, le Chief Officer Manager de ZTS Industries, c'est aussi le même que celui de ZTS Industries. Donc, des executive, en anglais vous dites executive chief officer, donc l'administrateur délégué, voilà, en français. Donc c'est le même. Donc c'est bien qu'il est co-responsable de ce qu'a fait ZTS SA au Congo. Donc on a demandé d'obtenir une série de documents, notamment le rapport final de dédoublonnage des électeurs au Congo. Puisque nous, on avait, avec nos recherches, on avait déjà mis la main sur le rapport partiel de dédoublonnage du fichier électoral congolais. Et là, on avait vu qu'il y avait déjà, pour 4 provinces, un nombre de environ 1,1 million électeurs, de faux électeurs. Mais au final, quand on regarde le nombre d'électeurs publiés par la commission électorale, le nombre d'électeurs est resté le même. C'est ça que notre conclusion est que la différence qu'il y a entre le nombre réel d'électeurs et le nombre de faux électeurs qui n'ont pas été soustraits du fichier électoral, et ce nombre-là a servi au fait de réserve de voix pour Joseph Kabila et les députés de sa mouvance politique. C'est sur ça que nous, on va, après cette procédure devant le tribunal de commerce qui est maintenant en appel, on va maintenant attaquer toujours ZTS pour falsification du nombre d'électeurs. Et cette fois-ci, ce sera devant un tribunal pénal, donc la chambre correctionnelle de Bruxelles. Et là, les partis politiques congolais, certains partis politiques qui ont été au fait victimes de la fraude électorale, pourront se constituer partie civile avec nous pour attaquer ZTS. Et eux, ils ont un intérêt pour demander des indemnités à titre de dommages et intérêts, parce qu'ils ont participé dans des élections qui étaient déjà biaisées d'avance, en fait. Voilà en gros la procédure au niveau judiciaire. Mais il faut résumer comment tous ces gens-là fonctionnent, comme vous avez dit au tout début. Donc, tout part au niveau même de la planification des élections.
Donc, sachant qu'ils ne savent pas tricher s'il y a un fichier d'état civil, comme dans tous les pays où il y a un minimum de gouvernance. Dans les pays occidentaux, les élections fonctionnent avec le fichier d'état civil dans lequel on tire seulement le nombre d'adultes en âge de voter. Les gens n'ont pas à aller mettre leurs empreintes pour se faire identifier, non. Ça, c'est un système archaïque. Et il est maintenu jusqu'à présent en Afrique pour faciliter la fraude. Or, dans les pays occidentaux, une fois qu'un enfant est né, il rentre dans le fichier d'état civil. Quand il atteint l'âge de 18 ans, il est répertorié comme électeur, simplement. Donc, il n'y a pas moyen de tricher, pas moyen d'augmenter le nombre d'électeurs. Sinon, on augmente, du coup, le nombre de la population. Voilà. Aussi simple que ça. Or, dans nos pays africains, si pauvres qu'ils sont, la bande, principalement, puisqu'on est en Belgique, de par la bande à Louis Michel, comme on appelle ici, ils vont négocier des contrats comme ça, au lieu de favoriser la bonne gouvernance dans nos pays africains, en insistant en aidant les pays africains à faire un bon recensement, d'avoir un nombre correct de la population pour pouvoir faire une bonne politique en matière de santé, en matière de sécurité sociale, en matière d'enseignement, en matière de sécurité. Parce que s'il y a une épidémie, on doit pouvoir préparer de vaccins. S'il y a une catastrophe naturelle dans une région, on doit savoir le nombre exact des gens qu'il y a dans le coin, dans un coin le plus reculé du pays, pour venir en aide à la population. D'autant plus que tous nos pays sont liés et une épidémie qui atteint le Congo-Kinshasa peut passer du côté Congo-Brazzaville. On doit pouvoir savoir quel est le nombre exact de la population qu'il y a dans ce coin-là pour venir en aide. Or, ici, non, c'est paradoxalement l'Union européenne qui est derrière toute cette fraude, en gros. Donc, l'Union européenne et l'ONU, malheureusement. Ils sont derrière cette fraude au mépris complet de la bonne gouvernance, puisque là, on traite carrément les Africains pour du bétail. Un éleveur, je prendrai un exemple qui peut être choquant, un éleveur, pour la productivité de son élevage, doit pouvoir savoir le nombre de bétail qu'il a dans son étable ou dans sa porcherie, pour prévoir ne fût-ce que la nourriture et les médicaments, les cas échéants. D'accord. Chez nous, des êtres humains, on s'en fout complètement du nombre d'électeurs, et simplement pour tricher les élections. Monsieur Kalombo, encore une fois, merci beaucoup. Avant on est rentré maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous poser la question à savoir de nous parler un peu du processus électoral en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles du 28 novembre 2011. Mais avant cela, j'aimerais, comme je vous l'avais dit, encore une fois, ZS est impliqué dans le processus électoral en Guinée. Ils ont signé un contrat avec la CENI guinéenne. Le contrat, ceux qui seront là, c'est pour contrôler, en tout cas, c'est pour la fiabilité de ce fichier électoral, le dédoublonnage même du fichier électoral. Alors, c'est la ZS qui va s'assurer qu'il n'y a pas de double enregistrement, ou en tout cas le fiabiliser. On ne revient pas sur ça. Mais est-ce que d'abord, ce que je voudrais savoir, Monsieur Kalombo, de quoi reprochez-vous GTS? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du nettoyage du fichier électoral en République démocratique du Congo? Et vous avez parlé aussi de la copie du rapport final. D'une façon générale, est-ce que vous pouvez nous parler des élections du 28 novembre 2011, la copie du contrat portant sur les kits biométriques, l'absence de fiabilité et aussi la copie du rapport final? Est-ce que vous pouvez nous parler de tout cela et après on va toucher même les ZS Guinée? Oui, donc comme j'ai introduit, donc la ZS a obtenu le contrat d'un côté de fourniture de kits biométriques et de l'autre côté, il a obtenu le contrat de dédoublonnage du fichier électoral, qui est en fait le programme AFIS, donc qui veut dire Finger
Fingerprint Identification System, donc système d'identification par les empreintes digitales. Donc, en théorie, c'est un système qui permet de s'assurer que chaque électeur est rentré dans le système et pour que une voix représente une personne avec des empreintes bien définies. Or, ce n'est pas le cas en pratique puisque eux profitent de ces systèmes que personne ne contrôle, sauf eux-mêmes avec la CNI, pour avoir, au fait, le but final, c'est toujours avoir une réserve de voix pour les candidats en place. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, pour ça, ils enrôlent les électeurs de manière anarchique. Comme on a vu en RDC, ils ont commencé, pour ne prendre que le processus ici de 2005, ils ont commencé l'enrôlement en 2009, qui était en fait un processus de mise à niveau, si vous voulez, de révision, comme ils appelaient, des révisions du fichier électoral de 2005. Maintenant, pour ce processus, ils n'avaient même pas besoin de beaucoup de machines, puisque déjà en 2005, le Congo avait commandé auprès des ETS 10 000 machines pour une valeur de 44 millions de dollars en 2005. Donc maintenant, pour mettre à niveau le fichier électoral pour les élections de 2011, en théorie, ils n'avaient besoin que de 6 000 machines en plus. S'il faut rester dans le système toujours d'identification, de 6 000 machines en plus pour enrôler un nombre minimum d'électeurs, puisque c'est le nombre d'adultes en âge de voter, enfin le nombre de mineurs qui ont atteint l'âge de voter en 2011, ainsi que certains mettre, aller enlever du fichier électoral les adultes, les électeurs de 2005 qui étaient décédés, et puis les nouveaux des électeurs ou bien les étrangers qui ont pris la nationalité congolaise. Donc il n'y avait pas beaucoup d'électeurs qui pouvaient être attendus. Or, curieusement, la CNI a décidé d'annuler complètement tout le fichier électoral de 2005 et de reprendre tout le processus à zéro. Donc, alors qu'il y avait déjà des machines, 10 000 machines, de 10 000 machines de 2005, il en restait 6 000, ils ont commandé en plus 9 500 machines à l'issue d'un processus d'appel d'offres dans lequel les kits des ETS ont été évalués comme étant non conformes par le Bureau central de coordination, qui est une institution de droit public congolais qui travaille en fonction des normes édictées par la Banque mondiale en ce qui concerne les kits biométriques. Donc, ils suivent le dossier d'appel d'offres édité par la Banque mondiale pour les systèmes le système informatique. Les systèmes informatiques, oui, TSI. Donc, ces gens-là, ils ont travaillé sur cinq soumissionnaires, dont ZS, Wemark, Fest Technology, Sagem. Enfin, tous ces clients-là, en Guinée, je vois qu'ils sont tous là. Ils ont tous soumissionné au Congo. Et parmi eux, il y avait seulement une seule société qui avait passé valablement les tests. C'était la société sud-africaine Fest Technology. Ça, c'était en 2006. Et ZS, c'était parmi les sociétés les moins bien cotées, parce que leur kit ne répondait pas aux exigences techniques qui se trouvaient dans le dossier d'appel d'offres, notamment l'exigence d'avoir un processeur dual-core. Ça, c'était en 2010. Donc, l'exigence, c'était avoir un minimum un processeur dual-core de plus de 2,2 GHz de vitesse, parce que comme il faut identifier par les électeurs par les empreintes, il faut un processeur qui ne se plante pas. Or, ZS, dans cette machine, il y avait le vieux processeur Celeron. Donc,
vous comprenez qu'avec un processeur Celeron, une machine, en principe, une machine doit pouvoir lui-même déjà détecter un faux électeur. Quand un faux électeur vient devant une machine, d'autant plus qu'au Congo, on avait déjà un fichier électoral de 2005. Donc, ce fichier était déjà intégré dans la machine. Et maintenant, plus il y a de nouveaux électeurs qui s'ajoutent, et ça constitue déjà un fichier électoral, entre guillemets, dans chaque machine. Si bien qu'un électeur nouveau qui vient mettre son empreinte digitale devant la machine doit pouvoir la comparer son empreinte par rapport au fichier qui est déjà à l'intérieur. Donc, une fois qu'il trouve que l'empreinte en question a été déjà enregistrée, il donne un signal pour dire que cet électeur est faux. Maintenant, le problème avec les machines des ETS, c'est qu'ils ont utilisé un processeur Celeron. Le processeur Celeron, il se plante, il ne peut pas. Donc, dans la pourcentage, ça, les informaticiens vont comprendre. Monsieur Kalombo, juste une seconde, c'était juste une parenthèse pour encore une fois prouver ce que vous dites. Dans mes recherches, j'avais trouvé la même chose. Il y a un algorithme qu'on lance dans cet algorithme-là qu'on lance dans le système informatique, c'est pour soit éliminer ce doublon ou en tout cas de le conserver. Alors s'il l'élimine pas, effectivement, il le conserve pour une réserve de voix. C'était juste une parenthèse pour confirmer ce que vous dites. Allez-y, je vous en prie, Monsieur Kalombo. Voilà. Donc maintenant, eux, ils utilisent le processeur Celeron, puisqu'on sait déjà avec ce processeur qu'il y aura des doublons système ou des doublons binaires dus au logiciel lui-même. À côté de ces doublons dus au système informatique lui-même, vous avez d'autres doublons dus à la mauvaise manipulation des machines. Donc, ces doublons-là, c'est des doublons techniques dus à la mauvaise formation des agents de la commission électorale, qui sont formés eux-mêmes par des techniciens des ETS. Donc, tout ça, ça gonfle déjà le nombre de faux électeurs. Et à côté de ça, vous avez aussi des faux électeurs que le pouvoir lui-même amène devant les centres d'identification. Ça veut dire des enfants de moins de 18 ans. Et au Congo, on a vu, je crois que les images ont circulé sur YouTube, si vous tapez élection Congo enrôlement d'enfants, vous allez voir des vidéos avec des enfants de moins de 9 ans avec des cartes d'électeurs. Voilà, des enfants de 9 ans auxquels on a donné l'âge de 18 ans pour avoir la carte d'électeur. Voilà, justement, Monsieur Kalombo, encore une fois, je crois qu'en matière de biométrie, quand on parle d'erreur, les kits généralement que les opérateurs ont ne peuvent pas avoir accès, ils savent pas, une fois que l'électeur est enrôlé, ils sont pas en mesure de savoir si cet électeur a 17 ou 18 ans. Ça aussi, c'est une possibilité. Et aussi, rapidement pour vous lire la partie là d'après, voilà ce qu'a dit le représentant des ETS, d'accord? Il dit: nous disposons uniquement des données biométriques, c'est-à-dire des informations qui nous permettent de reconnaître une empreinte digitale, d'accord? À partir de cette information digitale, il est impossible de remonter vers un individu. J'ai une empreinte, je ne peux pas savoir à qui elle appartient. Je n'ai pas accès au nom, ni au prénom, à la date de naissance et aussi à la région d'origine et aussi le lieu de résidence. Je n'ai pas accès à ces informations à te rappeler. C'est Jean-Claude Louis, le représentant des ETS, pour justifier, encore une fois, les inquiétudes des uns et des autres. C'est pour justifier cela qu'il l'a dit. Est-ce que pensez-vous, après ce que vous venez d'expliquer est-ce que pensez-vous que cela est une bonne justification selon vous, Monsieur Kalombo? Non, c'est faux. Ce monsieur est en train de mentir. Absolument. Donc, absolument, je suis formel. Donc, il est en train de mentir. Je crois que ce n'était même pas nécessaire qu'il raconte des bêtises pareilles. Parce que comment voulez-vous, SAGEM, il a dans son fichier, quand on transmet un fichier, on le transmet en entier, à moins que SAGEM passe son temps à enlever des noms, à séparer les noms et les codes d'identification biométrique.
ce qui est un travail colossal. Et ils font un autre logiciel. Il faut acheter un logiciel pour ça. Et c'est que je ne pense pas que ça jamais fait. Donc c'est déjà faux. Et de deux, dans le dédoublonnage lui-même. Parce que des fois, dans le dédoublonnage, vous avez plusieurs catégories de doublons, dont les doublons, les faux vrais doublons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même personne, oui, des fois vous avez la même personne à qui on donne des empreintes d'une autre personne. Ça, c'est des erreurs qui peuvent se retrouver au niveau même du logiciel. Par exemple, moi, on me donne des empreintes digitales, enfin, on me retrouve dans le fichier à deux fois. Donc, moi, avec mes propres empreintes, et puis moi, avec les empreintes de M. Jacques Roger. Donc, maintenant, pour détecter ce genre de doublons, il faut avoir la photo de la personne. Comprenez? Donc, c'est la reconnaissance faciale. Ça, c'est à la fin. Quand on arrive à la fin du processus de doublonnage, vous avez tous les types de doublons. Les vrais doublons, les vrais faux doublons, les faux doublons, les vrais faux doublons, des doublons binaires. Monsieur Kalombo, une seconde, on va aller pas à pas. D'accord. Un, vous avez les faux vrais doublons. Deux, vous avez quoi? Les vrais doublons. Les vrais doublons, d'accord. Ok. Oui. Et trois, vous avez des doublons binaires dus au système. Les doublons ordinaires, d'accord. Trois. Binaires, hein, les doublons binaires. Les doublons binaires. Les doublons binaires, d'accord. Oui. Donc, il y en a plusieurs types. Hein. Donc, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous pouvez avoir. Donc, la même personne qui revient, qui change des photos, qui change d'habit, il revient, il met ses empreintes. De l'autre côté, l'opérateur de saisie qui appuie plusieurs fois pour enrôler la même personne. Donc, vous avez la même personne qui est répétée plusieurs fois. Donc, ça, c'est l'opérateur lui-même qui se trompe. Ou bien c'est le logiciel qui se plante. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, à la fin, il faut nécessairement avoir les noms des personnes et leurs photos. Ce monsieur a dit des bêtises, en fait. Pour moi, ce monsieur doit être arrêté s'il veut les pieds au guinée. Ça, c'est clair. En tout cas, il est le représentant des ETS. Bon, d'accord. Je vais voir si, en tout cas, ce que vous dites est très intéressant. On a donc, ça veut dire qu'ils ne vont même pas faire ce nettoyage-là, comme ils ont fait au Congo. Ils ne vont pas le faire. Donc, ils vont le faire théoriquement puisqu'ils sont payés pour. Mais en pratique, même s'ils trouvent, ils vont publier autre chose. Ça, c'est clair. D'accord. Comme ils ont fait au Congo, on avait mis la main sur un vrai rapport partiel où il y avait vraiment des doublons avec des graphiques et tout ça. Si vous allez sur notre site, vous allez voir ce rapport préliminaire. Mais à la fin, ils n'ont rien enlevé du tout. Comme s'ils n'avaient rien fait. Donc, ils ont pris de l'argent pour rien. Voilà, quoi. D'accord. Alors, Monsieur Kalombo, encore une fois, connaissant ZS maintenant s'implique dans le processus électoral en Guinée, qui est dans une situation très critique. Pensez-vous que cet opérateur est fiable, comme ils ont signé le contrat? Est-ce que pensez-vous cet opérateur est fiable, qu'ils peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de double enregistrement? Ou en tout cas, est-ce qu'il c'est un opérateur fiable qui pourra éviter des doublons en Guinée? Non, c'est clair que, en tout cas, à moins qu'ils changent d'avis par miracle, mais vu la manière dont ils ont obtenu le contrat, vu la manière dont il a déjà commencé à mentir dans la presse, ce monsieur est venu faire gagner Alpha Condé, ça c'est clair. Il ne va rien enlever du tout. Voilà, merci beaucoup Monsieur Kalombo. Je vais me tourner vers Jacques Roger. Jacques, Monsieur Kalombo est à vous si vous avez des questions. Enfin, il y en aura d'autres, mais pour le moment, je vais me tourner vers Jacques. Jacques? Oui, voilà. Avant certainement de poser ma question, je vais aller du côté de Paris, avoir le docteur Jean-Aimé Mouketou. Docteur Mouketou, allez-y pour une ou deux questions pour Monsieur Kalombo. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Jacques Roger, et bonsoir Monsieur Kalombo. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et je dirais même beaucoup d'attention.
Vous savez, c'est souvent difficile de parler des élections transparentes dans nos États. On peut apporter toute la technique nécessaire dans nos États. Pour le cas du Congo, vous pensez que l'utilisation du fichier électronique électoral biométrique, vous pensez que c'est ce qui va apporter l'organisation d'une élection fiable dans ce pays, alors que nous savons tous que la République démocratique du Congo est un État qui vit dans l'instabilité politique, l'instabilité militaire. Comment recenser des électeurs dans un État où on une débandade administrative? Ça, c'est ma première question. Vous parlez des doublons. Est-ce que le problème est au niveau des doublons? Est-ce que le problème n'est pas au niveau de du manque, si vous me permettez l'expression, du manque de volonté des hommes politiques africains qui confondent une élection transparente avec l'enracinement des régimes dictatoriaux dans nos États, à l'instar de votre pays, la République démocratique du Congo? Je préfère m'arrêter par là pour l'instant. Ok. Donc, s'agissant de votre première question, donc il est clair que quand on procède à l'identification des électeurs, alors que dans certains coins du pays, il y a la guerre, donc il se pose déjà un problème au niveau même de la notion du suffrage universel. Parce que dans certains coins, comme en RDC, on a vu que les rebelles ont roulé, des rebelles qui combattent soi-disant le régime, ils ont carrément supervisé l'opération, non seulement l'opération d'identification des électeurs, mais aussi ils ont assuré la sécurité dans les bureaux de vote, bien sûr, au profit du régime. Donc, c'est des paradoxes qui s'étaient dit jamais vus. Et là, tout le monde a bien vu qu'au fond, donc, ces gens-là roulaient pour le régime. Donc, c'est des rébellions qui sont au service du régime. Et la preuve en est le monsieur qu'on a arrêté dernièrement, Bosco Tanganda. Et lui, il a dit qu'il avait fait gagner Kabila. Et dans les rapports de l'ONU, c'est clairement marqué que sa milice surveillait les bureaux d'identification des électeurs et les bureaux de vote au profit du régime de Kabila. Donc voilà, en gros, donc on est dans un système où tout cet argent dépensé dans l'identification des électeurs et tout ça, ils ne servent strictement à rien. Donc à la rigueur, nos pays gagneraient en n'organisant pas les élections du tout et que le monsieur qui est au pouvoir reste sans élection, puisque tout ça c'est carrément du cinéma en fait. Maintenant, pour votre deuxième question, donc la réponse se trouve dans la première en fait. Donc les dédoublonnages biométriques pour des élections transparentes, au Congo c'est impossible. Donc c'est au Congo ou dans d'autres pays. Donc tout ça se fait à dessein pour maintenir le système en place. Or, pour casser ce système, il faut revenir carrément à une chose simple, un simple recensement, un recensement scientifique de la population. Là, les données sont, une fois enregistrées, c'est tout. On commence seulement à enregistrer les nouveaux-nés et les étrangers qui viennent au pays, simplement. Une fois que les gens atteignent l'âge de 18 ans, ils reçoivent des convocations à la maison. Ils n'ont pas à aller à faire de longues files devant des machines. Et voilà. Donc, en gros, c'est l'identification biométrique en Afrique, c'est pour maintenir des systèmes dictatoriaux, simplement. Voilà. Oui, Monsieur Jacogé, vous me permettez en 30 secondes, rapidement. Je sais que le système biométrique au Cameroun a coûté autour de 8 milliards de CFA. Ça fait à peu près une population de 16-17 millions, peut-être je me trompe, d'habitants.
Au Gabon, on parle de 40 milliards de CFA. Alors, pour le pays le plus peuplé de l'Afrique centrale, votre pays, ce système biométrique va coûter combien? Donc, au total, l'identification, quand on parle d'identification biométrique des électeurs, il ne faut pas oublier que la ZS, donc, en gros, donc ZS, à lui tout seul, depuis 2005, il a empoché dans les 120 millions, minimum, je parle d'un minimum, dans les 120 millions de dollars. Rien que pour les frais d'achat de fourniture de ces kits. Sans compter que les kits en question ont dû voyager de Bruxelles jusqu'à Kinshasa. Il fallait payer les frais de transport. Une fois arrivé à Kinshasa, il fallait payer les frais de transport pour atteindre les coins les plus reculés de la RDC. Donc, vous voyez déjà ce que ça peut faire comme montant, alors que les recensements n'auraient coûté que, selon les chiffres de l'ONU, donnés par l'ONU, je crois, une affaire de 170 millions de dollars pour obtenir un fichier électoral fiable, enfin un fichier d'état civil, et tirer le fichier électoral du fichier d'état civil, très fiable. Mais là, on identifie à l'infini. Donc, on achète des kits. Non seulement ZS a fourni les kits pour l'identification des électeurs, il a aussi obtenu des contrats de fourniture, toujours des kits biométriques, pour identifier les militaires et d'autres contrats pour identifier les policiers, ainsi de suite, alors que la même machine pouvait faire le même travail et pour les électeurs, et pour les policiers, et pour les militaires. C'est complètement aberrant. En tout cas, c'est à ne rien comprendre. Voilà, quoi. Jacques, je voulais juste dire à l'intention de Dr Moketo, c'est bien qu'il a mentionné même le Cameroun. Dr Moketo, dans mes recherches, plus de 20 millions d'habitants, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, Dr Mekoto, en fait, je voulais vous dire que dans mes recherches, j'avais trouvé que l'opérateur qui a fait les élections présidentielles au Cameroun n'avait pas d'expérience. Alors, ils avaient eu le marché sans appel d'offres. Et c'était un opérateur allemand qu'on venait juste de créer qui s'appelle Deviant Jeseki, qui a eu, après la soumission de tous les autres opérateurs, qui a eu le marché. Alors, Monsieur Kalombo aussi a mentionné quelque chose de très important, ce qui s'agit par exemple des challenges, ou en tout cas si vous voulez des problèmes que rencontrent généralement les opérateurs quand ils vont dans les pays. Les frais de voyage, bien sûr aussi ça a rapport avec votre question, Dr Moketo, à savoir l'argent même. Travailler avec les fournisseurs, l'aspect juridique et aussi les voyages et les frais et bien sûr aussi préparer les cahiers de charges et aussi tous les aspects juridiques qui accompagnent généralement les opérateurs à travers les soumissions ou pour répondre à les appels d'offres. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Jacques. Alors, la question que je vais pour notre invité. Alors, si vous étiez aujourd'hui en Guinée, avec toutes les informations que vous venez de donner, qu'auriez-vous fait si vous étiez dans l'opposition ou bien si vous étiez un simple citoyen guinéen? Voilà, en tout cas, à l'état actuel du processus en Guinée, donc pour contrer la fraude, je ne sais pas si les cartes d'électeurs sont déjà délivrées. Elles sont déjà délivrées ou pas? Non, pas encore. Les cartes d'électeurs ne sont pas distribuées. Ça aussi, monsieur Kalomba, ça aussi, c'est une autre compagnie suisse qui est censée de faire la distribution des cartes d'électeurs à travers Waymark et aussi Brand New Technology. C'était juste une parenthèse. Allez-y. OK. Donc, maintenant, pour être concret et pragmatique, donc l'opposition, en tout cas l'opposition guinéenne et la société civile, ont intérêt à stopper ce processus-là. Parce que on ne peut pas, en tout cas, distribuer des cartes d'électeurs et après faire les dédoublonnages. C'est complètement aberrant.
Je m'explique. Donc, normalement, dans un processus normal, pour distribuer des cartes, la distribution des cartes devrait être le outcome, comme on dit en anglais. Donc, le point final. Nuevo detrás de la plata. El intenso y delicioso sabor de la leche fresca y crema de verdad, ahora con un rico toque de jalapeños de California. Nuevo jalapeño picante. Cuando se trata de sabor, Filadelfia marca el estándar. Alors, allez-y, c'était la Alors, puisqu'on était coupé. Oui. Donc, la distribution des cartes devait être le point final du processus d'identification et de dédoublonnage. C'est par après qu'on doit distribuer les cartes. Maintenant, quand on distribue les cartes maintenant, avant le dédoublonnage, c'est pour faciliter la fraude, en fait. C'est déjà un indicateur qui a intention de frauder aux élections. Donc, aussi simple que ça, parce que on a enrôlé des électeurs, des enfants, il y a des électeurs qui se sont enrôlés plusieurs fois. Ces gens-là vont déjà aller dans les centres d'identification pour obtenir leur carte d'électeur 2 fois, 3 fois, 4 fois, des enfants de 9 ans, des enfants de 12 ans qui auront des cartes. Et toutes ces cartes, au fait, ils ont des codes. Chaque carte a des codes d'identification dans le système. Ce que le pouvoir cherche à faire, c'est quoi? C'est distribuer des cartes anarchiquement et de telle sorte que les numéros de code des cartes restent dans le système. Mais non, même si un électeur ne vient pas au bureau de vote, un enfant de 9 ans ou de 8 ans, il est vite repéré devant un bureau de vote. Il ne viendra pas. D'accord? Mais son numéro de carte, il reste dans le système. C'est un électeur entier de 18 ans à qui on a donné l'âge de 18 ans et sa voix va aller chez Alpha Condé et aux députés de sa mouvance politique, aussi simple que ça. Donc, il faut absolument arrêter cette distribution de cartes-là. S'ils doivent aller jusqu'à la Cour suprême pour ça, ils doivent y aller. Empêcher ça, la distribution de cartes devrait se faire après les dédoublonnages. Une fois que le ZS ou SAGEM ou je ne sais pas qui aura trouvé des doublons, et ces doublons-là, les faux électeurs, une fois identifiés normalement selon la loi électorale, ces gens-là doivent être traduits. En tout cas, si c'est des personnes qui existent, ils doivent être traduits devant la justice. Donc, ils seront effacés de la liste électorale, donc ils n'auront pas droit à la carte d'électeur. Ça va réduire, en tout cas, ça ne va pas annihiler la fraude, mais ça va réduire considérablement la fraude électorale. Voilà, en gros, en tout cas, l'étape actuelle du processus électoral en Guinée, c'est que je pourrais vous conseiller. Voilà, avant certainement de vous poser une autre question, je vais aller, puisque vous en avez parlé de l'opposition, je vais aller du côté de l'opposition avec M. Safa Tounkara, pour savoir s'il a pris note et s'il a aussi une question pour vous. Bonsoir, M. Tounkara, depuis, donc, je pense, à Indiana. Oui, merci mon frère Jacques et merci d'avoir ouvert mon micro. En fait, je ne voulais pas parler aujourd'hui, je voulais beaucoup apprendre, faire des analyses et revenir, mais bon, merci pour l'opportunité. Bonsoir à l'invité et bonsoir à mon cher ami Thierry qui fait un excellent travail. J'ai une question et un commentaire si vous permettez bien. Allez-y. Ma question d'abord, elle est technique, parce que comme je vous le dis, souvent je suis informaticien, donc le côté technique attire beaucoup mon attention. On parle du dédoublonnage. C'est que la nouvelle compagnie doit faire comme travail, et en se basant sur le travail déjà fait au RDC, le dédoublonnage, quand ils viennent pour le faire, ils viennent avec un software, c'est-à-dire un logiciel, ou bien ils viennent avec des machines, transférer la liste, ensuite trier les électeurs. Donc je m'intéresse à ça parce qu'en Guinée, il y a une liste électorale qui est déjà faite, qui est dans un serveur central, et le dédoublonnage, comment eux ils le font exactement, comment ils ont eu à le faire dans le passé. Ça nous permettra de savoir comment situer cette nouvelle compagnie. Bon, c'est ma question technique. Donc, ce qu'ils ont fait au Congo, c'est que comme eux-mêmes, ils avaient les machines qui ont servi à l'identification des électeurs leur appartenaient. Donc, c'était beaucoup plus facile pour eux de transférer les données qu'il y avait dans toutes ces machines dans un serveur central
Et une fois qu'ils ont eu les données dans le serveur central d'identification des électeurs, ils sont venus avec d'autres serveurs, en fait. Ils ont venu avec d'autres serveurs contenant le logiciel Automated Fingerprint Identification System. Donc, c'est avec ce logiciel qu'ils ont fait le dédoublonnage à part. Donc, ça revient quand même. Maintenant, si c'est Sagem qui a identifié, ils vont prendre les données et les transférer dans leur serveur et faire le travail, en fait. Ok, parce que là, ça cause un grand problème technique. Le système Sagem, c'est un système qui est sur une plateforme Linux, qui est sur un programme MySQL pour les gestionnaires de bases de données. Et Waymark, aujourd'hui, a un système Windows. Donc, en général, quand on fait un transfert de données, il y a souvent une perte parce que les deux systèmes n'ont pas les mêmes capacités. Maintenant, j'aimerais bien savoir quel genre de plateforme utilise la nouvelle compagnie. Est-ce que vous êtes un peu informé sur ça? Quel genre de plateforme ils ont? MySQL ou bien ils ont Windows? En tout cas, pour ce qui est de ZS, c'était Windows. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont essayer d'adapter, trouver une espèce de passerelle. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a trois sociétés. D'un côté, Sagem, Waymark. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Donc, vous voyez, ça devient un casse-tête pour un technicien. Donc, d'accord. Parce que là, je me demande par quel miracle ils vont transférer d'un système MySQL à un système Windows et plus tard revenir à un système Windows pour lui transmettre ça sur un fichier électoral fiable. Donc, mais j'ai l'impression que mon frère Jacques a une question politique pour moi, je peux le sentir. Ouais, je répète à vous tout à l'heure, je crois que vous me voyez venir. Hein? Alors, je vais dire... Non, là, je vois déjà. Monsieur Kalumba, et puis je reviens à vous. Alors, Monsieur Kalumba, étant donné que encore en Guinée, on continue toujours un peu le recensement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, on peut essayer de créer une confusion dans l'esprit de tout le monde. Qu'est-ce que les Guinéens doivent craindre, puisqu'actuellement on continue encore le recensement au lieu d'une révision, hein, le recensement donc des électeurs. Qu'est-ce qu'ils doivent craindre à votre avis? Donc, dans le sens de la fiabilité, je n'ai pas bien saisi votre question. Oui, puisqu'on continue actuellement le recensement, et on parle encore de déboulonnage, on parle encore de trois entreprises qui doivent être là. Alors, qu'est-ce qui peut arriver, entre autres, en ce moment-là, puisqu'on continue encore le recensement? Je ne sais pas si vous me percevez. Oui, en principe, pour commencer le déboulonnage, il faut attendre la fin de l'opération de l'identification, d'enrôlement des électeurs. Parce que quand vous utilisez le recensement, ça crée une confusion. Donc, il faut dire identification des électeurs. Parce qu'un recensement, c'est dans le sens où, communément, on recense une population générale. Maintenant, ici, on identifie seulement les électeurs, les adultes en âge de voter. Donc, maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est que pendant qu'il y a encore identification des électeurs, que ZS vient de commencer son travail de dédoublonnage, ce qui est complètement aberrant. Parce que, en principe, pour bien faire le travail de recherche de faux électeurs, donc de doublons, il faut avoir le fichier consolidé. Ça veut dire que tous les CD-ROM contenant le fichier des électeurs après l'identification, tous ces CD-ROM doivent remonter jusqu'à la capitale. Je crois que c'est là où il y a la CNI a son siège, je crois, en Guinée. Donc, il faut attendre que le CD-ROM contenant toutes ces données arrive à niveau du siège de la CNI, que toutes ces données soient encodées, qu'il y ait un seul, que toutes les données se retrouvent dans le serveur central. Et c'est à partir du serveur central qu'on pourra maintenant commencer à faire les dédoublonnages. Pourquoi? Parce que les électeurs peuvent voyager en entretemps. Par exemple, après l'enrôlement au nord de la Guinée,
Il y a des électeurs qui peuvent voyager, aller dans le sud, alors que dans le sud, le processus n'avait pas encore commencé l'identification, et de se faire enrôler plusieurs fois. Donc, pour éviter ces genres de fraude, il faut attendre vraiment que l'opération soit terminée, que la CNI s'assure qu'il n'y a plus un seul adulte qui va se présenter devant le bureau d'enrôlement. Et là, maintenant, on peut commencer l'opération de nettoyage du fichier, sans donner des cartes d'électeurs. C'est après le dédoublage qu'on distribue des cartes aux électeurs, et là, l'opposition pourrait s'organiser pour être devant les bureaux de la CNI où on va distribuer les cartes d'électeurs, s'assurer que les enfants n'auront pas de cartes d'électeurs et voir à la fin réellement quel est le nombre des gens qui ont obtenu des cartes, les identifier physiquement. Parce que le fichier, c'est purement abstrait. C'est des chiffres. Le fichier électoral, c'est des chiffres. Donc, il faut voir ces électeurs-là physiquement et les compter quand ils viendront chercher leur carte d'électeur. Et c'est là que vous pouvez attraper les fraudeurs pour essayer en tout cas de freiner la fraude. Parce que la fraude n'est pas que dans l'identification et dans les dédoublage. Il y a aussi une partie de fraude le jour même des élections. Ça, il ne faut pas oublier, comme on a vu en RDC, où il y avait déjà des bulletins de vote déjà précochés qui venaient d'Afrique du Sud en faveur de Kabila. Et c'était déjà couché depuis l'Afrique du Sud par l'imprimeur. Voilà, quoi. Donc, à chaque étape, il faut trouver un moyen de contrer la fraude. Or, maintenant, on est avant les élections. Donc, avant les élections, c'est au niveau de la distribution des cartes d'électeurs et de la surveillance de la liste électorale. Voilà, en gros, quoi. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près 15 petites minutes. La toute dernière question, c'est par rapport un peu le procès que vous êtes en train que vous avez, j'allais dire, la plainte que vous avez déposée donc devant la justice belge. Est-ce que vous avez confiance en cette justice? Et si oui, qu'attendez-vous réellement donc de la justice belge? Et merci pour la question. Donc, la justice, il faut comprendre que la justice, elle est ce qu'elle est. C'est des gens comme vous et moi qui la font fonctionner. Donc, vous pouvez avoir des magistrats honnêtes et des magistrats pas honnêtes du tout, puisque comme devant la chambre, le tribunal de commerce, là où on a été, le président, donc la présidente plutôt du tribunal, est suspendue depuis 2009 pour cause de corruption. Donc la justice, elle est ce qu'elle est. Donc la corruption, il y a partout. Mais l'essentiel est que le dossier soit solide. Comme le nôtre, c'est un dossier essentiellement basé sur des chiffres. Par exemple, le nombre d'électeurs. Donc, quand on a vu qu'ils n'ont pas enlevé, déjà le rapport partiel qu'on a, on voit qu'il y a plus d'1 million d'électeurs fictifs, donc de faux électeurs. Et ça, un magistrat même corrompu ne pourra pas changer ça. Donc, on va démontrer que ZS a falsifié le nombre d'électeurs. Si elle n'a pas falsifié de son propre chef, mais elle n'a pas dénoncé le fait que le nombre d'électeurs n'a pas été corrigé à la fin. Ce qui était dès sa responsabilité, c'était sa responsabilité civile de produire la liste électorale. Or, la liste électorale, le nombre d'électeurs plutôt n'a pas changé. Ils n'ont pas enlevé un seul électeur. Donc, devant le tribunal correctionnel belge, on viendra avec des chiffres. Mais non, je ne vois pas comment un magistrat, aussi corrompu soit-il, pourra changer ça. Ça, ce sera en premier degré, donc aux premières instances. Si on tombe sur un magistrat corrompu, l'appel sera devant une chambre d'appel où il y a 3 magistrats. Et s'ils sont tous corrompus, parce qu'il y a violation de la loi, on ira devant la Cour de cassation avec les chiffres. Donc, c'est impossible, on ne pourrait avoir quelqu'un de cause. Voilà, quoi.
Alors, voilà, notre intention aujourd'hui, c'était vous donner le maximum de questions. Il y a tellement d'auditeurs, mais nous allons prendre peut-être une ou deux questions et puis avoir Monsieur Teddy pour sa dernière question. Pourquoi pas aussi Monsieur Tunkara. Et puis la conclusion de notre invité, encore une fois, pour toutes les informations que nous donnez ce soir. Alors, nous allons prendre peut-être une ou deux questions, pas plus. S'il vous plaît, pas de commentaires, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps. Allez-y directement à la question. Soyez laconique, de façon à ce qu'on vous donne le maximum d'informations. Je vais donc du côté de New York avec Tierno Diallo. Allez-y pour votre question. Une question courte. Oui. Ça va très bien. Monsieur, bonsoir, monsieur. Ce que moi, je voulais vous demander, est-ce que les kits là, par exemple, l'équipe des SAGEM et les kits, on peut utiliser le même kit pour plusieurs compagnies, quoi? Est-ce qu'on fait ça? Alors, vous avez nous sommes beaucoup profanes, donc il aimerait savoir si les kits, certainement, donc de SAGEM, est-ce que ZTS peut utiliser pratiquement les mêmes kits? En fait, c'est un peu sa question, Oui, et encore, la deuxième question, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y aura en Afrique des élections libres et transparentes avec tout ce que moi j'ai entendu ici? D'accord. Puisque nous ne maîtrisons pas la technologie, on est obligé de faire toujours appel aux blancs et c'est bon, les gens le plus souvent sont très corrompus. Ils ne dealent seulement qu'avec les gens qui sont au pouvoir. Je vous comprends parfaitement. Alors, Monsieur Kalumba, il a deux questions pour vous. Question directe. Donc, au niveau des kits biométriques, donc la technologie est similaire, mais il y a de toutes petites différences dans les kits d'enrôlement des SAGEM et ceux des ETS au niveau des imprimantes, au niveau des accessoires, mais en gros, ça fonctionne de la même façon. Maintenant, il faut voir ce que SAGEM utilise maintenant comme processeur par rapport à ZTS, mais sinon, les kits biométriques fonctionnent de la même façon. Maintenant, en ce qui concerne les élections libres et transparentes, comme vient de le dire M. Jacques Roger, donc avec ce système, on n'a pas fini de crier à la fraude. Donc à un certain moment, il faut que notre population puisse se lever et dire stop à tout ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à traiter les Africains comme du bétail, voilà. Mais est-ce qu'en attendant certainement de trouver un système où les Africains pourront vraiment maîtriser la technologie, est-ce que l'ancien système avec le comptage manuel, avec tout ce que nous avons et puis un peu bien contrôlé, ne sera pas beaucoup plus fiable que ce que nous avons maintenant? Non, je crois qu'à la base, c'est la constitution du fichier électoral. Donc, un bon fichier électoral doit provenir d'un recensement scientifique de la population. Ça veut dire on recense les nouveau-nés jusqu'aux vieillards. Comme on l'a fait et sur base de... Pardon? J'ai dit comme on l'a fait un peu en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, dans les pays où il y a une bonne gouvernance, dans les pays occidentaux. Donc il faut recenser la population, absolument recenser la population, et sur base de ce fichier de recensement de la population générale, on va tirer seulement les adultes en âge de voter. Ça veut dire les adultes qui ont atteint les jeunes adultes qui ont atteint l'âge de la majorité, 18 ans en moyenne, jusqu'au plus. Et là, on est sûr qu'il n'y aura pas un seul faux électeur. Et encore faudra-t-il que le ministère de l'Intérieur soit honnête, puisque c'est lui qui sera chargé du recensement. Donc, la base, au fait, même de la démocratie, elle est là. Quand on n'arrive pas à maîtriser le nombre de la population, donc on contrôle plus rien. Même un simple éleveur de bétail, comme je l'ai dit à l'introduction, et gouverne bien son étable par rapport à un gouvernement avec des ministres en costume cravate qui ne savent pas le nombre exact des gens qui dirigent. Ça, c'est complètement ridicule pour les Africains. Complètement ridicule, pour les Africains. Vous avez parfaitement raison, Alors, voilà. Prendre peut-être une dernière question et puis aller du côté donc de monsieur. Alors, monsieur Moumoumi, allez-y pour votre question, Alors, Moumoumi, je crois que sa question, c'est plutôt des klaxons, Moumoumi, une dernière fois.
Alors, je crois que nous l'avons perdu. Alors, je vais aller du côté, donc, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, vous êtes en ligne aussi pour votre question, hein? Allô? Bon, je pense que nous avons quelques difficultés. Alors, nous allons aller rapidement, hein, du côté de Monsieur Telly, le temps donc de toucher un peu notre système, là. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière question, bien une avant-dernière question pour notre invité. Allez-y, Monsieur Telly. Voilà, merci beaucoup Jacques, merci à tout le monde. Alors parlant de ZS encore une fois, si vous avez des recommandations à faire par exemple à l'opposition, c'est vrai que vous avez parlé de l'opposition aussi de la société civile. Si vous avez des recommandations, quelles recommandations donneriez-vous à l'opposition guinéenne, Monsieur Kalombo? Non, je reviens toujours à la première, en tout cas à l'étape actuelle. Donc, de veiller à ce que les cartes d'électeurs soient distribuées après. C'est d'une logique simple. S'ils ne veulent pas le faire, ça veut dire qu'ils veulent tricher et il faut amener très vite cette affaire devant la Cour suprême si la justice n'est pas corrompue. Parce que c'est illogique. On ne va pas distribuer des cartes d'électeurs qui est en somme une sorte de récompense aux électeurs qui n'ont pas triché, qui ne se sont pas enrôlés plusieurs fois. On ne va pas distribuer maintenant des cartes d'électeurs aux enfants, aux électeurs qui se sont enrôlés plusieurs fois, pour après leur demander de retourner ces cartes. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant et économiquement pas justifiable. Donc c'est à la fin de l'opération d'identification des électeurs qu'on pourra distribuer des cartes d'électeurs et là l'opposition doit être là, dans les centres, là où on va distribuer des cartes d'électeurs pour compter. D'abord, identifier les gens qui rentrent et les compter physiquement s'ils sont à combien. Parce que là, on verra bien la différence entre les électeurs physiquement identifiables et les nombres d'électeurs publiés par la CNI. Déjà, ça réduit la fraude. Et ensuite, il y a aussi l'autre étape, c'est de bien surveiller les bureaux de vote et compter le nombre d'électeurs qui rentrent dans les bureaux, dans les bureaux de vote comme tel. Et par après, il faut aussi faire une estimation de la population, puisque selon les informations que Kelly m'a données, donc le dernier recensement date de 1995, je crois, estimer la population guinéenne, faire une projection jusqu'en 2011, avec un taux de croissance annuel moyenne en Afrique, ça tourne autour de 3% l'an, et avoir un chiffre théorique et comparer avec ce que la CNI donne comme nombre d'adultes et faire une projection globale pour trouver le nombre de la population. Ça va vous permettre déjà de savoir à peu près le nombre de faux électeurs qu'il y a. Parce que la population croît d'une manière constante et les gens ne viennent pas de planète Mars peupler le pays juste pour les élections. Et quand on voit les chiffres de nombre d'électeurs gonflés en moyenne, si le taux de croissance d'accroissement annuel moyen de la population est de 3%, le taux, en tout cas le nombre de la population ne peut accroître que de 5% par an, donc ce qui fait environ 15% en 5 ans de mandature. Donc ça veut dire que la population ne peut pas aller au-delà, le taux de croissance de la population ne peut pas aller au-delà de 15%. Une fois que ça arrive dans les 17-20%, c'est ce qui a vraiment gonflement artificiel du nombre d'électeurs, comme ce qu'on a vu en République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Niragogo à l'est du Congo, où le taux, c'était complètement, ça a même fait rire les tricheurs eux-mêmes. Donc, le taux de croissance de la population de ce territoire, au lieu d'être de 15% en 5 ans, il est passé à 160%. Wow. Allez-y comprendre. Soit oui. Il y a eu des mutants ou bien ils sont venus d'une autre planète, je ne sais pas. Alors, voilà. Rapidement, Thierry, avant cette de venir vers vous. Hein. Alors, aujourd'hui, bon, peut-être pas du tout en Guinée, mais en fonction de votre expérience, vous pouvez certainement nous dire exactement ce que vous pensez. L'opposition guinéenne, fort de toutes les informations dont que vous venez donner, peut-être qu'ils ont déjà pris connaissance de ça, ne veulent pas du tout participer aux élections, mais ils veulent donc les empêcher.
Selon vous, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce que c'est la meilleure stratégie ou bien il faut peut-être revoir une autre stratégie à votre avis? Non, à mon avis, essayer d'empêcher une machine comme ça, c'est toujours possible, mais il faut mesurer ses forces avant d'engager une bataille. Or, il y a des choses simples à faire. Par exemple, ce que je dis là, contrôler, exiger, parce que c'est d'une logique limpide, à moins que là, en face de vous, en face de l'opposition, la Alpha Condé nous mette devant une évidence que ça ne marche pas comme ça. On ne distribue pas des cartes d'électeurs sans avoir vérifié s'il y a des faux électeurs dans le fichier électoral. Et je crois qu'ils vont se plier à ça. Si ce n'est plus pas, ils vont devant la Cour suprême. Maintenant, il y a aussi autre chose à faire. Comme je dis, vérifier sur base de chiffres, projeter, comparer le nombre d'électeurs dans le fichier électoral avec le nombre d'électeurs théoriques selon les estimations que l'opposition et la société civile va faire. Si l'écart est trop grand, c'est qu'il y a un grand nombre de faux électeurs. Et ça, le point faible de ce système, si la justice guinéenne est corrompue, c'est d'attaquer toutes ces sociétés qui se sont occupées du fichier électoral. Ça veut dire attaquer SAGEM devant au tribunal des référés de Paris, du tribunal de commerce en référé, attaquer Waymark devant le tribunal de commerce de Johannesburg ou du Cap, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont leur siège exactement. Après Pretoria. Voilà. Et ZS l'attaquer comme nous on l'a fait ici en Belgique devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Et pour ça, nous on est prêts à aider vraiment du fond du cœur de la société civile et l'opposition guinéenne à faire un bon dossier pour attaquer ZS devant les tribunaux belges, c'est clair que ça. Parce que toutes ces sociétés ne sont attaquables que là où ils ont leur siège social. Et ça va, et faire ça avant les élections, puisque là, vous aurez accès au fichier même devant le juge, au fichier des électeurs. Parce que ce n'est pas une pièce à demander avant le procès. Voilà quoi. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Kalumba. Oui, on n'a pas assez de temps. Allez-y rapidement. Voilà, il nous reste à peu près 5 petites minutes. Allez-y rapidement pour votre question et puis Monsieur Thierry va conclure. Monsieur. Voilà, donc rapidement, comme votre invité a dit, il faut comparer les chiffres que vous disposiez. Voici des informations. D'après l'Institut national de la statistique de Guinée, la population guinéenne est estimée à 10 500 000. D'accord? Et 53% de la population guinéenne a moins de 18 ans. Ce qui revient, si vous prenez une marge de 2 à 3%, ce qui donne un chiffre de 4 500 000 de Guinéens âgés de plus de 18 ans. Et la loi guinéenne dit que vous devez avoir l'âge de 18 ans pour se faire enregistrer. Et tout récemment, la CENI avait lancé des rumeurs, soi-disant, que la liste maintenant est maintenant grosse de 6 200 000. Mais techniquement, comme le monsieur vient de le dire, si vous comparez les chiffres, la population guinéenne, 10 millions, 53% au moins de 18 ans, vous obtenez 6 200 000 électeurs inscrits, ça ne va pas, ça ne collabore pas. Donc ce sont des arguments que nous préparons au niveau de l'opposition et je pense qu'il a bien fait d'en parler parce qu'on prépare un dossier pour cela et pour dire que c'est impossible en Guinée aujourd'hui d'avoir 6 millions d'électeurs. C'est impossible. Les chiffres ne collaborent pas et nous avons les données de l'Institut national de la statistique, mais aussi nous avons les données et les estimations des Nations Unies. Donc c'est là pour apporter cette précision. Et merci à notre invité. Merci beaucoup. Alors, M. Thierry, pour votre conclusion et puis notre invité va conclure. Ok, en tout cas... Monsieur Diallo-Thierry? Allô? Oui, je suis là, oui. Votre mot de fin et puis la conclusion. Voilà, dit. C'est juste remercier M. Kalombo de venir ici sur notre antenne et puis éclaircir tout le monde concernant les tests.
et je suis sûr qu'il reviendra plus tard. Et comme ça, les auditeurs auront la chance de poser beaucoup de questions. Alors, Monsieur Kalombo, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je sais que vous n'avez pas parti prise. Vous êtes congolais de la République démocratique du Congo et encore une fois, dans votre mot de la fin, j'aimerais que vous nous dites ZS, si encore une fois est un opérateur fiable pour éviter des doublons en Guinée. Et merci d'avoir pris le temps de venir sur notre antenne. Je sais qu'il se fait très tard et voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, de m'avoir accordé la parole. Je pense que, comme vous avez bien suivi, pour nous, en tout cas pour nous, au niveau de la PRODEC, ZS n'est pas fiable du tout. Parce que, en principe, avec tout ce qu'ils ont fait au Congo, ils devaient être fichés sur une liste noire des Nations Unies et que cette société ne pourrait pas, en tout cas, mettre ses pieds, en tout cas en Afrique, en tout cas. Et nous, on va tout faire pour que ce soit ainsi. Parce que ils ont causé beaucoup de tort au pays. Non seulement en RDC, au Togo, ils ont fait la même chose et ils continuent. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. Donc ça, j'encourage vraiment les Guinéens à ne pas se laisser debout et à arrêter cette machine. Voilà. Monsieur Kalombo, c'est eux aussi qui sont au Togo. Hein? Alors vous voyez, la situation politique au Togo est tellement ressemble tellement à celle de la Guinée. Alors c'est il est passé par là, voilà, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Est-ce que vous m'avez aussi parlé de Waymark, les kits qu'ils ont eu à vendre avant que ZS ne vienne en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Et il y a eu combien de doublons durant les élections présidentielles de 2011? Est-ce que vous pouvez nous parler, il y a eu combien de doublons à peu près? Et pour conclure, vous avez dit aussi, hein, vous m'aviez dit hors antenne que en 2005, ZS n'était pas en mesure de faire les doublons eux-mêmes. Ils étaient obligés d'avoir une autre compagnie pour faire les doublons. Alors, vous avez dit qu'ils n'étaient pas fiables. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça dans votre mot de la fin? Merci. Ok. Donc, pour ce qui est du nombre de doublons qu'on a estimé pour le processus électoral de 2011, donc ça va, en tout cas sur base du rapport partiel qu'on a, puisque si vos auditeurs vont sur notre site, ils tapent sur Google, ils tapent APRODEC, APRODC-E, ils vont rentrer dans notre site et s'ils recherchent le rapport partiel, donc c'est dans plusieurs documents, ils peuvent l'avoir. Donc il y a un document qui est une lettre ouverte adressée à Marianne Delceva, qui était la chef de la mission d'observation des élections pour le compte de l'Union européenne. Vous allez voir, il y a un document relatif intitulé Rapport confidentiel de la société ZS qui confirme la manipulation du fichier électoral. Là, vous allez voir tout ce que j'ai dit tantôt concernant les vrais faux doublons, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on a fait une projection sur base de ce rapport qui ne concernait que 4 provinces sur les 11 qui comptent la République démocratique du Congo. Et on a dans le rapport partiel, il y a 1 million d'électeurs. Maintenant, si on fait une projection sur l'ensemble de 11 provinces de la RDC, on trouve en tout cas les doublons qui peuvent être enlevés, il y a environ 3 600 000. Donc, ce qui fait une augmentation de 11% par rapport à la normale, parce que normalement, on devait avoir que 15% d'augmentation, mais avec ce nombre de doublons, on arrive à 26%. Donc, l'écart est d'environ 11% des faux électeurs. Donc, ça fait environ 3 600 000 électeurs. Mais là-dedans, c'est par rapport à l'estimation de base. Or, dans l'estimation du nombre d'électeurs attendus, ils n'ont pas enlevé le nombre d'adultes qui sont supposés être décédés suite aux guerres.
parce que le Congo est en guerre depuis 1996. Et vous voyez, dans tous les documents, on parle d'environ 8 millions de morts maintenant, dus aux guerres. Ces 8 millions de morts dus aux guerres ne se retrouvent nulle part dans les statistiques de la commission électorale au Congo. Donc, même dans les documents de l'ONU, vous avez une double statistique. D'un côté, on vous parle de 8 millions de morts, mais en ce qui concerne les élections au Congo, dans les rapports de l'ONU, on ne tient pas compte de ce nombre d'électeurs. Donc, ça fait déjà un nombre aussi considérable de faux électeurs. Ceci rajouté au doublon qu'il y a dans le fichier, ça fait au total environ de 7 millions à 9 millions de faux électeurs. Autrement dit, sur les 32 millions d'électeurs enrôlés en République démocratique du Congo pour les élections du 28 novembre 2011, il y avait en moyenne 7 millions de faux électeurs qui constituaient une réserve de voix pour Kabila. Donc, autrement dit, Kabila était imbattable. Ça, c'est le travail de l'ONU, de l'Union européenne et des ETS qui ont assuré le pouvoir pour Kabila. Voilà en gros. Et je ne crains que, vu la promiscuité, j'allais dire, entre lui, Michel et Alpha Condé, qui vont répéter la même chose en Guinée si l'opposition et la société civile ne font rien pour arrêter cette machine. Voilà en gros quoi. Mais sinon, bon, je pense que les Africains vont tout faire pour que les choses changent pour l'avenir du continent. Je disais une toute petite question. Êtes-vous lumumbiste, partisan de Lumumba, c'est un peu ça? Monsieur Kalombo, vous n'avez pas à répondre à la question. Jacques, vous provoquez. Non, en fait, si vous... Non, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Donc, mais si vous allez, en fait, il fait référence à la page d'accueil de la Prodec. Là, on a mis la photo de Lumumba. Donc, c'est pas parce qu'on est tous lumumbistes, mais simplement parce que ce système date depuis l'assassinat, enfin, après l'indépendance, où Lumumba avait demandé, puisque c'était ça la cause de son assassinat. Quand le Congo a pris l'indépendance, les colons belges sont partis avec la caisse de l'État. Donc, ils ont laissé le Congo avec les dettes héritées de l'administration coloniale, mais tout en emportant la caisse, le trésor public en Belgique. Donc, Lumumba est resté main vide. C'est ça qu'ils l'ont assassiné. Donc, on a pris cette image pour montrer déjà aux gens dans quel système on est. Et Lumumba avait réclamé le retour de cet argent que les Belges ont volé quelque part. Et il a demandé l'ouverture du contentieux belgo-congolais. Et ça n'a jamais été accordé, ça qu'on l'a tué. Maintenant, il y a un professeur qui avait fait des calculs sur ce que la Belgique devait au Congo. Ça, c'était des calculs faits en 1990. Et il avait estimé l'argent du contentieux belgo-congolais à 500 000 milliards de dollars. Donc, en Belgique, en principe, devant un tribunal indépendant, le Congo peut réclamer cette somme. Donc, depuis 1990 jusqu'à maintenant, vous voyez ce que ça peut faire. Du coup, le pouvoir belge fait tout pour qu'au Congo, il y ait toujours du désordre, qu'il y ait toujours un système dictatorial qu'eux peuvent contrôler, qu'eux peuvent mettre en place. Et le régime Kabila en est l'exemple. C'est ça qu'on a mis cette image avec tout le travail du professeur Pilipili. En gros, c'est lui qui a fait ce travail autour de l'assassinat de Lumumba. Donc, quelque part, la Belgique est obligée de maintenir le Congo dans un système instable pour que jamais un gouvernement responsable puisse attaquer la Belgique en justice en dommages-intérêts. Voilà en gros quoi. Voilà. Voilà. Et portez-vous bien. Au revoir. Alors, Monsieur Telly, allez-y. Hein? Ouais, non, on a qu'à le remercier, Jacques. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Kalombo. Encore une fois, pour ceux qui veulent vos informations, Monsieur Kalombo, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre site pour ceux qui veulent les informations de votre ONG et ce que vous faites aussi?
Ok, en tout cas, si les gens veulent des informations sur le travail qu'on a fait sur les élections, et les ETS et toute la bande et l'ONU et l'Union européenne, puisqu'ils ont tous participé dans la fraude, donc ils tapent sur Google, donc Aprodec, donc j'appelle APRODEC. Ils tapent seulement sur Google, ils vont tomber sur le site. Et là, il y a une série d'articles. Ils vont dans les documents ou bien dans les communiqués, ils choisissent les articles. C'est encore en construction. On va faire un site beaucoup plus avec des chapitres, mais là, les articles sont un peu mélangés. Mais tous les articles concernant les élections, ils verront toujours les noms des ETS qui va revenir et ils auront beaucoup d'informations. Et ça pourra en tout cas aider pas mal de Guinéens ou des Africains d'autres nationalités à voir un peu plus clair sur le système dictatorial que l'Occident essaie d'imposer en Afrique pour contrôler les richesses minières particulièrement, quoi. Donc voilà. Merci, Monsieur Benjamin Kalombo. Non, c'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci à tous vos auditeurs. À la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, bon, voilà, pour dire au revoir certainement à notre invité. Hein, voilà. Alors, nous allons mettre une petite musique un peu du Congo. Hein, le temps pour dire au revoir à notre invité. Hein, le temps de revenir certainement dans notre débat hein, dans une petite minute. Alors, est-ce que nous avons déjà une petite musique du Congo hein? Je crois que c'est parti. Hein, voilà.